Bienvenue à tous. Quelques petites explications d'abord au sujet de la plateforme. On va avoir la possibilité de communiquer entre nous uniquement par écrit, donc on regroupera les questions au fur et à mesure qui arriveront et on aura un temps de questions à la fin du webinaire, à la fin de la conférence, entre 10 minutes et 15 minutes, selon le nombre de questions qui seront posées. Et puis, vous avez aussi la possibilité, puisque le chat en fait s'ouvre de façon quasiment automatique, donc par défaut, si vous voulez voir la présentation en plein écran, vous avez la possibilité en bas à droite de la présentation d'avoir un petit carré qui s'ouvre et qui vous permet d'avoir la présentation en plein écran. Voilà, donc bienvenue dans ce webinaire de Dental en partenariat avec la chaire UNESCO d'enseignement et de recherche en anatomie numérique de l'Université Paris-Cité et son fondateur qui nous fait le grand honneur d'être là, le professeur Jean-François Hull. Donc, quelques mots sur l'Université Paris-Cité, qui est à la pointe de la recherche numérique dans l'intégration des technologies immersives 3D dans l'enseignement et l'innovation pédagogique. L'objet de ce webinaire est de décrire les nouvelles technologies, les technologies numériques immersives, comment elles contribuent à l'amélioration de l'enseignement et pourquoi elles permettent notamment aux professionnels de santé d'être mieux préparés dans sa pratique. De façon plus concrète, on décrira un cas pratique, un cas d'usage, c'est-à-dire qu'est-ce que ces technologies permettent à partir d'une formation en implantologie, comment on est passé de l'anatomie traditionnelle à l'anatomie numérique, et également comment on est capable aujourd'hui de faire des dissections en anatomie numérique, l'anatomie étant évidemment un des programmes indispensable en implantologie. Nous vous parlerons également dans le courant de ce webinaire des deux expériences que The Dental a développées pour enrichir cette formation en implantologie, qui sont une expérience dans un simulateur de pose d'implant et également une expérience de réalité augmentée. Diapositive suivante. Les intervenants de ce soir sont le professeur Jean-François Hull, qu'on salue, et qui est chirurgien vasculaire, fondateur de la chaire UNESCO en anatomie numérique. Le docteur Oscar Huesga, qui est chirurgien dentiste, membre, chercheur à la chaire également d'anatomie UNESCO. Le docteur Eric Serfati, qui est chirurgien dentiste, orthodontiste, qui a un beau sourire, c'est normal. En tant qu'orthodontiste. Bonsoir. Bonsoir Jean-François, bonsoir Oscar, bonsoir Jean-Paul. Voilà, qui est directeur scientifique de The Dental et cofondateur de The Dental, et votre serviteur, docteur Jean-Paul Jean, chirurgien dentiste, également cofondateur de The Dental. Diapo suivante. Voilà, je te laisse la parole, Oscar, pour présenter Jean-François. Très bien. Bon, Jean-François, je le connais depuis très longtemps. C'est pour moi une personne exceptionnelle, en tout cas. Aujourd'hui, nous allons parler d'une formation unique dans notre domaine qui prend place grâce à la présence de Jean-François, donc du professeur Jean-François Hull, de la chaire d'anatomie numérique de l'UNESCO et de The Dental. Jean-François, vraiment, on va parler quelques mots sur lui. Il est chirurgien vasculaire, comme a dit Jean-Paul, merci. Membre de l'Académie nationale de chirurgie. Et mais on peut dire qu'il est un des plus grands spécialistes dans le domaine de l'anatomie numérique, qu'il enseigne à Paris depuis 25 ans et donc il a fait plus d'une centaine de publications. Aujourd'hui, à part participer à nos petites formations comme celle-ci, il est directeur d'une masterclass en anatomie numérique à Paris, ancien Descartes, aujourd'hui Université Paris-Cité. Et il dirige un diplôme universitaire en anatomie numérique qui aura lieu en 2025, c'est ça, autour de 2025 en tout cas. Donc voilà, il est vraiment pionnier et je pense qu'il a toujours été là dans le monde de l'anatomie numérique, au moins depuis une trentaine, quarantaine d'années, enfin, il a toujours été là, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment cru au numérique et en tout cas, une excellente personne, quoi. Donc, voilà, on passe à la suivante diapo. Alors, je voulais juste ajouter, ce qu'on peut oui. avec Jean-François, c'est qu'il a compris très tôt l'intérêt et l'apport du numérique dans l'anatomie, l'intérêt et l'apport du numérique pour nous cliniciens, l'intérêt et l'apport du numérique pour les chercheurs.
Donc, à tous les niveaux, il a déjà compris ça depuis longtemps. Et on va essayer de partager sa passion ce soir. Oui, ça, pour ceux qui sont avec lui, en tout cas, ils vont voir à quel niveau, enfin, tout ce qu'on apprend quoi, avec lui, c'est exceptionnel. Quoi. Donc, oui, clairement, il est pionnier quoi, dans ce sens. Bon, la chaire, en fait, c'est comme toutes les chaires, c'est une partie des universités qui va développer un certain type de connaissances par des gens d'exception, d'accord, au travers le monde, d'accord. Donc, c'est créé au sein des universités, dans ce cas, cette chaire grâce et avec le professeur Vincent Delmas en 2015. Jean-François en faisait partie, donc il a été membre initiateur de cette chaire. Cette chaire pour transmettre la connaissance qui a été enseignée au sein de Paris Descartes de l'université. Elle a créé une trentaine de partenariats au travers le monde et autour de 4 congrès, voilà c'est ça, 4 congrès d'anatomie numérique au niveau international, au Mexique, au Portugal. Bon, voilà, on a été un petit peu partout. Des endroits très sympas avec beaucoup d'ateliers, des gens de partout dans le monde, des États-Unis, du Canada, etc. Bon. On a la chance aujourd'hui de compter avec, bon, les chaires se renouvellent tous les 4 ans, je crois. Le renouvellement a été fait cette année de la main du professeur Patrick Nataf, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Toutes les chaires sont délivrées à des gens d'exception, comme lui. Bon, c'est quelqu'un qu'il faut connaître. J'invite tout le monde à le connaître. Il est quelqu'un de fantastique, quoi, enfin, avec un background incroyable. Et nous avons aussi un partenariat avec quelqu'un comme tout le monde, même les chirurgiens dentistes, nous devons connaître, le professeur Joachim Georges, qui est aussi chairman d'une chaire UNESCO de réalité virtuelle et IA à l'Université Polytechnique de Lisbonne. Très bien. Image suivante. Image suivante, oui. Donc, The Dental est une société scientifique qui a été créée en 2002 et qui est dédiée au développement professionnel continu des chirurgiens dentistes. Elle a la particularité d'être multidisciplinaire parce qu'elle couvre en fait toutes les spécialités de la médecine bucco-dentaire. Elle est multiniveau, des formations d'initiation aux formations avancées certifiantes et multiformat. Nous avons été les pionniers dans le e-learning depuis le début des années 2000. Et donc, dans du e-learning classe virtuelle au présentiel avec des travaux pratiques, en ajoutant l'année dernière 2 expériences immersives de réalité virtuelle, réalité augmentée en implantologie. Alors, si je devais juste compléter, il y a au tout début, je me souviens, dans ce bureau, on avait fait la quasi première présentation online. Donc, The Dental a toujours été en fait à la pointe de la nouveauté. On se ravit de ça. On espère on va vous présenter encore une nouveauté encore plus explosive ce soir, mais c'est une fausse nouveauté dans la mesure où ça existe déjà beaucoup. C'est sa propagation qui n'est pas encore tout à fait assimilée. Mais on a fait donc cette première conférence online, vous pouvez imaginer, sur 4 continents en 2000, dans les années 2000, en 2002, et en 2002, il y a 20 ans exactement. Magnifique. Donc c'était déjà une avancée technologique. Et avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée, je crois qu'on a fait une des toutes premières animations de réalité virtuelle pour la pose d'un implant l'année dernière aussi dans le cadre de The Dental. On essaie de garder cette tenue d'avant-gardiste. Voilà. Image suivante. Voilà, donc de l'anatomie traditionnelle à l'anatomie numérique. Voilà, pour parler de ça, je voudrais parler un peu de mon expérience comme chirurgien dentiste. Il est vrai que dans les universités en règle générale, et de moins en moins aujourd'hui, on a accès à des dissections d'une manière ou d'une autre, qu'elles soient virtuelles ou pas. En tout cas, le golden standard, ce qu'on appelle l'idéal, on va dire, le golden standard, donc de l'apprentissage dans la chirurgie et toucher un cadavre, logiquement. Et ça, on n'y a pas accès. Donc, la chirurgie et l'anatomie numérique, elle a été faite pour ça. Donc, pour ma part, mon expérience, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à faire des dissections, j'ai commencé à comprendre l'aspect médical de notre profession, l'humanisme, c'est-à-dire nous ne traitons pas des dents, nous ne traitons pas une bouche, nous traitons un patient.
un patient qui a une bouche, logiquement, qui a une tête, qui a une bouche, qui font partie d'un cadre avec des muscles, des ligaments, etc., que nous devons connaître tous les jours. On doit faire un apprentissage continu, et c'est ce que, grâce à la connaissance de Jean-François, pour ma part en 2017, j'ai eu accès à toute cette connaissance de manière continuelle, chose que je ne pouvais pas faire auparavant avec des cadavres, ce qui était illocalisable, quoi. Voilà. Donc, pour ma part, ça m'a permis logiquement d'avoir de la précision, notamment dans mes explications avec les patients, dans les diagnostics. On va faire des diagnostics plus précis, comme on dit ici, évaluation des radiographies, c'est-à-dire nous apprenons à communiquer les radiographies avec précision avec les patients, et ça, c'est extraordinaire. Nous planifions, nous faisons des pronostics corrects, nous planifions nos chirurgies d'une manière sereine, paisible, on sait où on va, on sait ce qu'on fait, et on gère facilement ou avec beaucoup plus de facilité les complications, parce qu'on sait où on est, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Enfin, c'est indispensable, la connaissance de l'anatomie. Alors, il est clair que, pour dire un dernier mot sur ça, la transmission de ce savoir, il a toujours été un peu diffus. Aujourd'hui, il est de moins en moins clair. J'ai vu ça avec certains étudiants en dentaire aujourd'hui, qui apprennent l'anatomie sur enfin, c'est incompréhensible. L'anatomie numérique, c'est un jeu, c'est ludique. On apprend ça, on a vraiment envie d'y participer, de le faire tous les jours et de le faire au cabinet. Donc, c'est vraiment, d'un côté, avoir une connaissance qui fait de nous de meilleurs chirurgiens, et de notre côté, avoir un jeu qui nous permet de nous amuser dans notre profession. Voilà. Et Dieu sait si l'aspect ludique est important, car la formation, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant. Donc, image suivante. Oui, alors, bonjour à tous. Nous allons parler de l'anatomie numérique. Je vais d'abord revenir sur ce que vient de dire Oscar, l'importance de l'anatomie dans tous les domaines de la chirurgie et dans le domaine de la chirurgie dentaire en particulier. Et c'est fondamental, c'est la base de notre activité professionnelle. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu les techniques et les différentes applications de ce domaine révolutionnaire qu'est l'anatomie numérique. Ça a complètement révolutionné l'anatomie classique, qui était un peu en perte de vitesse. Et donc, ce livre que nous avons écrit avec Joachim Jorg, les gens de Lisbonne, dont je suis éditeur avec Lisbonne, va détailler bien toutes les différentes spécialités et les applications de ce domaine, ce nouveau domaine, et de ces outils numériques. Suivante. Donc, pour commencer, il faut souligner qu'évidemment, il y a deux axes majeurs de cette anatomie numérique. Il y a tout d'abord l'aspect éducatif, on vient d'en parler. Apprendre l'anatomie pour les jeunes, ça doit être ludique, ça doit être facile. Le 3D va beaucoup aider. Pour les moins jeunes, il y a toujours à apprendre. On dit classiquement qu'on apprend et on oublie l'anatomie 7 fois. Donc, même les plus expérimentés ont toujours des choses à apprendre. Et puis, le deuxième aspect qui, ici, que vous allez le voir, est le plus important pour nous en pratique et pour vous en pratique, c'est l'aspect chirurgical, c'est-à-dire que ces outils, les mêmes outils que ceux de l'anatomie d'apprentissage, vont être utilisés pour les praticiens, pour s'entraîner et pour simuler des interventions. Et vous connaissez sans doute l'adage, jamais la première fois chez le patient. Donc ça, il s'agit de s'entraîner et d'être performant avant d'opérer les patients. Suivante. Donc, cette révolution, elle passe par, en matière éducative, par la dissection virtuelle, Oscar l'a dit. Donc, c'est lié aussi au fait que, vous le savez sans doute, le manque de cadavres dans les universités, dans les facultés est de plus en plus important, et le grand nombre d'étudiants, corrélativement, fait que, de toute façon, on ne peut plus avoir accès à des sujets, et les outils numériques ont tout leur intérêt, dans ce cas-là, pour les formations de masse. Et puis, comment travaillons-nous? Nous travaillons en réalité virtuelle. Alors, on peut avoir comme source pour construire cette réalité virtuelle, soit le Visible Human, qui sont que vous connaissez peut-être, avez entendu parler, c'est un condamné à mort qui a donné son corps à la science, qui a été coupé en tranches et qui a été passé au scanner. Donc, à partir de ces données exceptionnelles, on a pu reconstruire des modèles, mais c'est pour nous tous, en pratique,
le CT ou le CBCT qui va nous donner des coupes sur lesquelles on va travailler pour reconstruire ces fameux modèles dont on va parler. Alors, ces modalités d'anatomie numérique, pour la dissection virtuelle, il y en a un certain nombre. On va juste les passer en revue. Donc, il y a les modèles interactifs qui peuvent être sur tablette, sur ordinateur. On peut aussi apprendre la terminologie, se familiariser avec le corps humain en interactif et en 3D. Il y a la réalité immersive qui est encore plus intéressante sur le plan éducatif parce qu'on a une rétention mémorielle, on en parlera tout à l'heure. Et ça va aboutir à un planning opératoire, une simulation, nous l'avons vu, qui va nous permettre d'être très performants vis-à-vis de nos malades. Enfin, un aspect très particulier dont on n'aura pas beaucoup le temps de parler, mais qui est important, c'est l'impression 3D des modèles anatomiques. Ça peut servir pour la formation, ça peut servir pour répéter des gestes, en particulier en implantologie. Suivant. Je te coupe une seconde. L'impression 3D fera l'objet du prochain webinaire le 17 juillet, justement sur l'impression additive. Voilà, absolument, absolument. Alors, voyez un exemple de ce que je vous ai tout à l'heure, c'est-à-dire ce que c'est qu'une table de dissection virtuelle. Ça, c'est la Rolls-Royce des tables. C'est la table anatomage qui est très complexe, très performante, mais compliquée à utiliser. Suivante. Une autre table que j'ai eu l'occasion de construire à l'Université Descartes avec mes étudiants, qui est beaucoup moins performante, mais qui est 20 fois moins chère, mais qu'on peut utiliser. Vous voyez qu'avec le doigt, on va cliquer sur un écran tactile et on va avoir les noms des structures, on va pouvoir définir différents systèmes et passer d'un modèle à un autre. Et évidemment, la complexité de l'anatomie est résolue ici parce qu'on peut afficher plan par plan, système par système, ce qui va simplifier beaucoup les choses. Si tout était affiché en même temps, on n'y comprendrait plus rien. Suivante, s'il vous plaît. Alors là, vous avez une démonstration. On va cliquer sur voilà. Imaginez que vous avez un casque. Ce n'est pas une vidéo en 2D, mais c'est une vision du casque dont on parlera tout à l'heure, le casque Oculus. Vous voyez qu'on a ici enlevé l'os, enlevé les muscles et la peau. Voilà l'os qui est déremis. Vous voyez, on peut travailler, on peut sélectionner et prendre chaque élément avec le nom qui s'affiche. Ici, c'est en espagnol. Vous voyez. Donc, on peut démonter, on peut faire une sorte de dissection virtuelle, élément par élément. On verra tout à l'heure que ça s'appelle la segmentation, on va l'expliciter tout à l'heure. Donc, on a tous les objets qui sont séparés les uns des autres. Ça permet de les nommer, de les repérer, de les connaître. Vous voyez ici, il y a la thyroïde qui est en violet. Et ensuite, on peut aussi avoir les vaisseaux. Ici, la veine jugulaire interne. Et puis, vous voyez qu'on a évidemment toutes les dents, on a les nerfs. Et ici, on a les grosses veines qui sont dans le thorax, tronc brachiocéphalique. Suivante. Alors, cette anatomie numérique, évidemment, elle va s'appliquer à toutes les spécialités chirurgicales pour apprendre et pour se perfectionner, pour simuler. Le planning opératoire, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que, évidemment, chaque patient est particulier, chaque anatomie est particulière, et donc il faut planifier les choses pour ne pas avoir de surprise. Et on simulera le geste, ça évitera des pièges anatomiques qui peuvent être surprenants si on n'a pas des documents de bonne qualité. Pour les jeunes, évidemment, c'est un training, c'est très important. Et évidemment, et ça, je pense que vous le savez tous, ces applications du 3D, de l'anatomie 3D et de la simulation, c'est en maxillofacial et en implantologie que ça a été créé tout particulièrement. Et là, je vous rappelle que François Duret, en 1970, avait créé la CFAO, c'est-à-dire non seulement la modélisation, mais l'impression de modèles, d'implants et de dents, et donc avec pas moins de 70 brevets. Donc je l'ai connu, j'ai été à ces conférences, ça fait un petit moment. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc quelques notions fondamentales en fait sur ce qu'est l'immersive learning. Est-ce que c'est une révolution éducative? On va donner quelques réponses, mais on voit déjà qu'on est dans une révolution anatomique. Le reste doit suivre. Suivante. Donc, en fait, il y a 3 grandes familles dans l'immersive learning, quelques notions et définitions de base. Il y a la réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est que la réalité virtuelle? On crée un environnement virtuel qui est le plus proche de la vie réelle. C'est une technologie qui permet aussi de créer des interactions au sein de cet environnement simulé par ordinateur. Et évidemment, comme vous l'avez compris, c'est en 3D et on utilise des casques, quelquefois des capteurs au niveau des gants,
Bref, c'est un univers qui est virtuel dans lequel on peut recréer des environnements de tout type. Ça peut aller de plateformes pétrolières, de centrales atomiques. Nous, ce qui nous concerne, c'est un bloc opératoire dans lequel on va faire de l'implantologie. La réalité augmentée, c'est une technologie qui superpose des éléments virtuels, d'images, de sons au monde réel, généralement via des écrans ou des lunettes spéciales, c'est-à-dire qu'on est dans un monde tout à fait réel. On peut se retrouver devant la pyramide du Louvre et à un moment donné, on enfile ses lunettes et puis on a des explications sur l'architecte qui l'a réalisé. Eh bien, pour nous en chirurgie, ça peut être, on va commencer une intervention et puis va se superposer dans le réel, par exemple le scanner, par exemple la radiographie qui est sous-jacente à l'intervention qu'on va faire. La réalité mixte, eh bien, c'est une réalité qui combine à la fois la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et ça permet une interaction entre des objets virtuels et réels en temps réel. Suivante. Alors, juste un petit mot supplémentaire. Pour la réalité virtuelle, on le voit tous les jours depuis maintenant un petit peu de temps dans les jeux vidéo que les plus jeunes générations ont l'habitude d'utiliser. Alors, ils sont avec des casques Oculus, ils vont dans des mondes parallèles où ils peuvent attaquer des guerriers, des ceci, des cela. Donc, c'est quelque chose qui est très connu des nouvelles générations. Dans la réalité augmentée, l'avantage, c'est que vous êtes dans une configuration 3D, c'est-à-dire que vous êtes tranquillement installé chez vous et vous allez pouvoir découvrir un monde qui n'est pas celui que vous connaissez habituellement ou dans lequel vous voulez vous projeter dans une version 3D avec des vraies images. Donc, c'est assez impressionnant en termes de pédagogie parce que ça vous permet, évidemment, avec l'anatomie numérique que nous décrivait Jean-François tout à l'heure, ça vous permet des voyages absolument incroyables de comprendre, d'emmagasiner, d'enregistrer et d'utiliser avec infiniment plus de sécurité que si vous n'aviez pas déjà vu. Suivante. Alors, quelques notions intéressantes qui ont été développées par le docteur William Glaser, qui permet de savoir effectivement qu'est-ce qu'imprime notre mémoire. Et quand on découvre finalement ce qu'elle imprime, on se rend compte à la lecture de ce schéma qu'en fait on retient 10% de ce que nous lisons, 20% de ce que nous entendons, 50% de ce que nous voyons et entendons. Et dès lors qu'il commence à y avoir de l'interaction, c'est-à-dire par exemple un débat, un échange d'idées, on va retenir 70%. Et ce qui nous intéresse le plus en fait aujourd'hui, puisque c'est vraiment de ça qu'il s'agit, c'est 80% de ce que nous essayons, de ce que nous répétons, va être imprimé dans notre mémoire. Et 95% de ce que nous enseignons aux autres va être le sommet de la pyramide, si j'ose dire, pyramide qu'on va retrouver suivante. Alors vous avez bien compris que finalement, pour la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner aux autres. Voilà. C'est le principe de The Dental. On va le retrouver dans la pyramide de Bloom, mais on va énumérer rapidement quels sont les avantages des formations immersives suivantes. Donc, c'est un apprentissage accéléré. Et Dieu sait si c'est important, car les professionnels de santé n'ont pas beaucoup de temps. Donc, ressentir pour mieux retenir, ça veut dire que ça engage plusieurs fonctions, les fonctions motrices, les fonctions émotionnelles, les fonctions sensorielles. Quand on fait des interactions, quand on est dans un cadre qui est un cadre virtuel, qu'on a créé des interactions, eh bien, dans notre expérience d'implantologie, on fait de A à Z un protocole de pose d'implant. On est engagé physiquement, on teste son habileté, on teste sa précision. Et on recommence si on a raté. Fonction émotionnelle, évidemment, quand on a réussi, on n'a pas le cœur qui bat. En tout cas, pas le cœur qui bat comme la première fois. Et donc, ça donne une confiance en soi. Ça permet d'être vigilant et de diminuer le stress. C'est considérable quand on sait ce que c'est, effectivement, d'aborder une technique opératoire un petit peu compliquée. Et les fonctions sensorielles sont des fonctions qu'on peut... En tout cas, ce sont des éléments qu'on peut ajouter à nos expériences de réalité virtuelle, puisqu'en fait, le son, la vibration, aujourd'hui on y ajoute même certaines odeurs et certaines textures, peuvent rendre encore plus net, encore plus réelle l'expérience virtuelle. Donc vous avez une image qui est une image tout à fait réelle pour le coup, qui a été tournée avec 2 de nos étudiants en réalité, qui ont essayé pour la première fois en binôme notre pose d'implant. Suivante.
Là, c'est intéressant parce qu'on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. La pyramide de Bloom, commence par la base, c'est-à-dire la connaissance. Ensuite, une fois qu'il y a la connaissance, il y a la compréhension. Ensuite, une fois qu'on a intégré, on applique. Et une fois qu'on a maîtrisé, qu'on a bien intégré l'application des connaissances à des situations pratiques, eh bien, on en comprend la signification. C'est-à-dire que souvent, l'analyse arrive après que le geste ait véritablement eu lieu. Ensuite, on fait une synthèse et ensuite, on est dans les 95% dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette étude de Glasser qui dit qu'effectivement, mais quand on évalue, on est déjà dans une notion de transmission et dans une notion de passation des compétences et de transmission. Donc, à droite, vous avez quelques études qui ont été faites et qui sont très claires. La différence entre l'apprentissage immersif et la formation présentielle traditionnelle, c'est qu'on est 4 fois plus concentré. On est effectivement enfermé dans un casque de réalité virtuelle qui nous met dans un univers et qui nous déconnecte complètement de la réalité dans laquelle on se trouve. Émotionnellement, évidemment, on est complètement pris par l'expérience et il n'est pas rare d'entendre à la fin de l'expérience les gens faire « ouah », le fameux « ouah » de l'expérience de réalité virtuelle. Et puis, effectivement, ça alimente considérablement la confiance. Alors, le WOW, on entend à chaque expérience d'un nouveau participant. C'est assez étonnant. À chaque fois, c'est du quasi 100%. Dès que les casques sont utilisés, dès qu'il y a l'expérience qui est en cours, on peut le constater, hein, Jean-Paul. Systématiquement, le WOW, il est tout le temps là. Hein. C'est absolument incroyable. Suivante. Donc, également, une des qualités, des avantages essentiel, c'est la mémoire procédurale. C'est aussi important pour un chirurgien, pour un musicien, pour quelqu'un qui a des gestes à répéter. Eh bien, en fait, la facilité que l'on a dans son expérience de réalité virtuelle de pouvoir recommencer à l'infini ce que Meta annonce à longueur de spot publicitaire, répéter le geste à l'infini, acquérir un geste précis et une technique opératoire, ça permet de stocker des informations dans sa mémoire, fabriquer l'expérience. Et ça s'appelle la mémoire procédurale. Suivante. Alors, c'est ce que tu disais, Jean-François, jamais pour la première fois sur un patient. Eh bien, en fait, on se confronte au risque réel. C'est un endroit sûr. Moi, j'aime bien cette phrase. C'est un endroit sûr pour échouer sans conséquence. Dans un bloc opératoire, quand on s'initie à des techniques opératoires, on arrive à coordonner ses propres gestes, les gestes de son équipe, et qu'on a répété une expérience qui, dans le réel, est difficile, eh bien, on peut le faire avant d'arriver sur son patient. Et c'est essentiel pour les chirurgiens, et c'est essentiel pour d'autres catégories professionnelles. J'évoquais les centrales atomiques ou les plateformes pétrolières. Il y a aussi beaucoup de réalité virtuelle dans d'autres professions à risque. Nous sommes une profession qui ne devons pas faire prendre de risques à nos patients. Donc, on se doit de simuler avant. Et la réalité virtuelle permet, en tout cas, d'avoir un segment qui se trouve entre les travaux pratiques et la clinique, même si aujourd'hui, il existe encore des coachs extrêmement bienveillants qui peuvent nous assister dans des interventions. Rien de mieux que d'être au plus près du réel, sans risque aucun. Suivante. Alors, personnaliser l'information, c'est aussi un des avantages parce qu'on crée des environnements sur mesure. Eh bien, pour l'expérience de réalité virtuelle d'implantologie, on a beaucoup travaillé avec l'équipe qui nous a développé cette expérience. Alors, il y a beaucoup de graphisme qui doit être au plus près du réel. On a travaillé des scénarios, on a travaillé un scénario, mais on aurait pu en travailler 10 autres. On y incorpore des aléas. Les aléas qu'on peut rencontrer, que les pilotes dans les simulateurs, quand ils coupent un réacteur, nous, ça peut être une artère qui se met à un moment donné à saigner. On peut y adapter le niveau de difficulté. Et puis surtout, on peut analyser, on peut faire ce qu'on appelle un feedback adaptatif. C'est ce que fait très bien aujourd'hui l'IA, qui est capable d'adapter le niveau de la formation aux réponses de l'apprenant, aux gestes de l'apprenant, ce qui permet en fait, en cours d'expérience, d'analyser les bons, les moins bons et les mauvais gestes, et ce qui ramène à ce moment-là l'apprenant vers
vers le début de la formation ou vers le geste qu'il a raté. Vers l'étape la plus significative pour l'apprenant. Suivante. Donc, évidemment, il y a des indicateurs de performance, des temps de réaction, des évaluations, des analyses de mouvement. C'est ce que je vous disais dans la radio, l'image précédente. Il y a ces capteurs de performance qui permettent d'évaluer le niveau de stress, le suivi des progrès. C'est des feedbacks en temps réel. Et évidemment, avec l'IA qu'on incorpore dans la réalité virtuelle, ça va être encore plus performant. Suivante. Ça rend la formation accessible partout pour tous et en tout temps. Ça rend, effectivement, ces expériences, elles peuvent être téléchargées à distance dans des casques de réalité virtuelle. Elles peuvent être uploadées, elles peuvent être intégrées dans des casques. Et ça veut dire que, quel que soit l'endroit du monde dans lequel on est, on peut en tout cas les réaliser et en profiter. Il y a un dernier élément qui est également fondamental, la suivante, qui est l'expert est au centre de tout ça. Évidemment, l'expert, la haute qualité de son enseignement va pouvoir être délivrée de façon, si j'ose dire, démocratique, quel que soit l'endroit dans lequel on est dans le monde. On va pouvoir avoir une formation très qualitative et profiter effectivement des meilleurs experts du monde, quelle que soit la zone dans laquelle on se trouve. Et alors, on peut comprendre aussi qu'il y a l'expert, mais aussi il y a l'équipe qui est autour de l'expert. Par exemple, dans une chirurgie, vous avez des assistantes, vous avez des collaborateurs. Ils ne sont pas forcément familiarisés avec cette nouvelle technique. Ils vont pouvoir eux-mêmes s'entraîner, eux-mêmes participer à la formation, eux-mêmes avoir des formations spécifiques, de façon à ce que l'équipe dans sa globalité soit toujours performante à chaque étape de l'évolution. C'est très important. Il y a une courbe d'apprentissage, on le sait très bien. Même si un expert maîtrise parfaitement sa procédure, il y a une courbe d'apprentissage. C'est vrai pour n'importe quelle chirurgie, c'est vrai aussi pour la pose des implants, et c'est important pour toute l'équipe. Donc, on peut imaginer que toute l'équipe peut aussi avoir des formations spécifiques et des formations. Suivante. Voilà, parlons maintenant en fait, de cette formation originale et inédite en implantologie. Donc, l'idée a été d'associer à une formation théorique sur les bases fondamentales et des bonnes pratiques en implantologie un enseignement innovant en anatomie numérique immersive, donc qui est très ludique, très ludique et très performant, comme on a parlé tout à l'heure, Jean-François. On y a associé également 2 expériences en réalité virtuelle et en réalité augmentée, afin d'enrichir cette formation traditionnelle classique de base des bonnes pratiques en implantologie, avec un apprentissage de l'anatomie et un apprentissage en bloc opératoire grâce à l'immersif. Diapositive suivante. Voilà. Le sommaire de cette formation qu'on délivre entre Paris Université et Zunantal, elle a 2 parties. On va passer très vite sur la partie, le socle, qui est la partie e-learning qui fait à peu près 14 heures, qui est ce qu'on appelle un programme intégré, qui sont les bonnes pratiques et bases fondamentales en implantologie. Il y a une partie aussi théorique d'anatomie numérique, application numérique utilisant l'anatomie numérique. On va surtout s'attarder, diapositive suivante. Alors, juste un instant, Jean-Paul, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que la partie 2 n'est accessible qu'après la partie 1? La partie 1 est obligatoire pour la partie 2. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter? Oui, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Oui. Il faut avoir les bases fondamentales. Il faut avoir les bases fondamentales et avoir fait la partie 1 pour accéder à la fois au TP d'anatomie numérique et la partie 2 et aux expériences immersives qui sont finalement ce qu'on comprendra beaucoup mieux quand on aura fait la partie 1. Donc, il y a une partie 1, on ne va pas s'y attarder. Diapo suivante. Et la partie 2, en fait, elle est en présentiel. Il y a un TP d'anatomie numérique à l'université Paris-Cité. Et les 2 expériences, l'une de réalité virtuelle et l'expérience de réalité augmentée. Suivante. Alors, on va commencer par parler de la partie un petit peu théorique qui concerne l'anatomie elle-même. Je vous ai montré ici des images qui montrent les étapes de constitution des modèles numériques à partir des coupes. Vous voyez, à gauche, vous avez une coupe radiologique qui s'appelle DICOM, c'est au format DICOM. C'est l'acquisition des données sur un CBCT. Vous voyez ensuite qu'on va segmenter, on expliquera tout à l'heure, on va contourer ces données, contourer ces structures pour les définir, les déliner. Ensuite, on va pouvoir les exporter à des formats différents.
Et finalement, on pourra avoir une segmentation colorée, puis une impression 3D avec des imprimantes 3D spéciales. Vous voyez qu'on part du document CBCT et on va arriver à des modèles et à des impressions complexes anatomiques ou dentaires, dentaires ou implantologiques. Suivante. Alors, je voulais essayer de vous décrire un petit peu les étapes pour schématiser les choses. Donc, on part d'un CBCT, on part d'un document scanner au format DECOM. Et comment va-t-on faire pour arriver à ce modèle ou à cette impression 3D? Alors, 3 chapitres que je vais tout petit peu détailler ensuite. D'abord, on va créer ce modèle à partir des coupes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a ce modèle, on va l'améliorer parce qu'il a souvent des petits artefacts, des petits inconvénients. On va le simplifier, le nettoyer, le réparer. Et au final, on va pouvoir imprimer ce modèle pour servir de modèle de simulation d'atelier. Alors, suivante, on va commencer par la première étape. Donc, comment crée-t-on un modèle? Alors, ce modèle, qu'on appelle un modèle vectoriel, c'est un maillage. Vous voyez l'illustration ici sur un genou. Vous voyez que ce sont des mailles. On peut appuyer pour montrer l'image à droite là. Alors, si on zoome, vous voyez qu'on voit le fémur ici et les vaisseaux. Donc, ce sont des petites mailles. Vous voyez, ce sont des petits triangles jointifs. Ces mailles, on appelle ça des mèches, 3D mèches, c'est le terme consacré. Et ce maillage, on va le créer avec des logiciels spéciaux qui vont être là pour justement segmenter, c'est-à-dire séparer les différentes structures les unes des autres. Des logiciels comme Horos en Macintosh ou 3D Slicer, qui est le roi des logiciels pour faire ce genre d'opération de reconstruction 3D par maillage vectoriel. Suivante. On a des questions qui arrivent et on y répondra à la fin. Oui, oui. Alors, j'ai parlé de la segmentation, je voulais mieux la définir. Donc, qu'est-ce que c'est que la segmentation? C'est la séparation des différentes structures anatomiques. En général, ça se fait par délinéation, par contourage, qui peut être soit automatique avec des logiciels, soit manuel. Et je reste persuadé que c'est en faisant le contourage manuel qu'on apprend le mieux l'anatomie. C'est-à-dire qu'on construit soi-même son modèle. C'est vous qui avez contouré vous-même le modèle. Vous voyez vos erreurs, vous les corrigez. Alors, il y a 2 types de données. Celle qui nous occupe le plus en pratique, c'est les données numériques, c'est-à-dire les coupes d'ICOM qu'on a vues tout à l'heure, c'est l'examen radiologique, le scanner du patient. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle les voxels. Alors, c'est peu importe, mais on va faire un seuillage, on va définir quels sont les niveaux de densité des différents endroits de la coupe. Et à partir de cette définition des densités, il se trouve que les densités correspondent à des structures particulières. Les os étant plus denses, les muscles étant moins denses, et la graisse étant encore moins dense. Donc, on va automatiquement, si on reconnaît la densité de chaque pixel, de chaque petit cube, on va automatiquement pouvoir reconstruire avec l'ordinateur les structures par type anatomique. Et donc, cette modélisation vectorielle qui s'appelle MESH, qui va créer ce maillage, c'est automatique et c'est très rapide. Par contre, si on veut utiliser des coupes anatomiques, ce qui est possible, mais ce qui n'est pas en pratique courante, par particulier de Visible Human, on peut le faire, mais à ce moment-là, il va falloir faire une expertise manuelle, un contourage manuel, et pour ça, on a des logiciels différents, on n'aura pas le temps d'en parler. Suivante. Alors, juste un exemple qui est remarquable, c'est un plugin, c'est-à-dire une extension du logiciel 3D Slicer, que vous voyez ici, qui s'appelle Dental Segmentator, qui est une petite merveille de technologie que j'ai découvert il y a simplement 15 jours. Suivante, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, donc, on va déjà charger un CBCT. Vous voyez, sur la droite, vous voyez les coupes axiales, frontales et sagittales qu'on peut faire défiler avec les petits curseurs. Ensuite, on va appliquer le patch, l'extension. Vous voyez, on la charge, on fait apply. Là, on va attendre un petit peu plus longtemps que sur cette démonstration, parce qu'il y a un calcul assez compliqué, mais au bout de quelques minutes, vous avez un petit miracle. C'est-à-dire que vous avez une segmentation totale, il a reconnu la mandibule, les dents supérieures, les dents inférieures, le maxillaire supérieur et même les petits nerfs qu'il a repérés. Donc, vous voyez, ça fait appel à l'intelligence artificielle et c'est dommage parce que, évidemment, en le faisant à la main, on apprend beaucoup plus qu'en cliquant sur le module. Mais j'en ai découvert récemment parce que Slicer, c'est une mine d'or de plugins et de choses. Et ceux-là sont développés en intelligence artificielle. Donc, vous avez un modèle extraordinaire de votre patient qui est entièrement segmenté, ce qui est tout à fait remarquable. Suivante, s'il vous plaît.
Et on pourra s'en servir pour faire bien les choses ensuite. Suivante. Voilà. Non, 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 il y a eu un petit problème. Ensuite, c'est oui, c'est l'impression 3D. Non, pardon, c'est Mesh Mixer. Oui. Oui, oui, voilà, Mesh Mixer. Encore. Alors, voilà. Alors, les logiciels, la deuxième étape dont je vous parlais tout à l'heure, une fois qu'on a segmenté ce modèle, alors si c'est en automatique, ça peut être quasiment parfait parce que on va même pratiquement l'éditer, l'améliorer, etc. Mais sinon, si c'est fait de façon basique, on va être amené à éditer ce modèle, ce mesh, ce maillage. Et le meilleur logiciel pour ça s'appelle Mesh Mixer. Donc, on va lisser, on va améliorer, on va couper des éléments qui sont en trop, etc. Suivante. Oui, suivante. Vous voyez, les fonctions de Mesh Mixer sont là. Oui. Vous voyez qu'on peut éditer le modèle, on peut faire des opérations de test, on peut faire des opérations d'analyse, d'édition, de sculpte. On peut sculpter le modèle. Enfin, on peut en faire pratiquement n'importe quoi. C'est un jeu, c'est presque ludique. On joue avec le modèle 3D, on le sculpte manuellement soi-même. Suivante. Alors, pour finir, la troisième étape, qui n'est pas la moindre, on n'aura pas beaucoup le temps d'en parler, mais on a fait des ateliers à l'Université Paris-Cité, et je pense que c'est extrêmement intéressant. Là, c'est tout à fait différent. C'est deux logiciels qui s'appellent Cura. Cura, c'est des logiciels spéciaux qui vont donc être l'interprétation de ce modèle 3D mesh, ces maillages. Il va transmettre ce modèle dans un format qui s'appelle G-code, et ce format, c'est le seul qui est reconnu par les imprimantes 3D. Donc, on va imprimer en fines couches successives le modèle. Ensuite, suivante, des exemples d'imprimantes 3D, parce qu'il y en a de types très variés. On peut aller des imprimantes qui valent même 100 fois plus cher que celle qui est à gauche, qui est l'Ultimaker, mais qui est une bonne imprimante. Des petites imprimantes chinoises, mais qui fonctionnent très bien. Et voyez sur la droite l'impression du modèle que je vous montrais tout à l'heure en mèche, c'est-à-dire le genou avec le fémur, les vaisseaux, etc. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est long, mais c'est pas cher et c'est simple. Et même des non-spécialistes peuvent tout à fait faire ce genre de choses. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc après ce survol, parce que je pense que tu pourrais rester des heures à nous parler de ta science, on va parler des deux expériences de Dental, donc celle en réalité virtuelle et celle en réalité augmentée. Donc, expliquer effectivement comment se construit une expérience de réalité virtuelle, j'en ai dit un petit mot. On l'a faite avec un partenaire vraiment génial qui s'appelle Univers. Quant à l'expérience de réalité augmentée, on l'a faite en partenariat avec la société Lyra ETK, et cette expérience a été présentée à l'ADF en 2023 et a remporté un grand succès. Suivante. Donc, avant de démarrer, j'ai sélectionné 3 étapes de cette expérience de réalité virtuelle. On ne va pas les démarrer tout de suite. Pour créer en fait une expérience de réalité virtuelle, il y a évidemment certains préalables. Donc, ça veut dire qu'il faut créer des scénarios, il faut un design, il faut de la modélisation. Ça veut dire qu'on modélise le patient, on modélise l'anatomie buccale, on modélise les instruments qu'on va utiliser. Donc, il y a un très gros travail de modélisation et beaucoup d'allers-retours avec les équipes de développement. Il y a également à respecter les animations. Donc là, je vois que Guillaume a lancé l'animation, mais ça n'a pas d'importance. Donc, cette animation que l'on voit, au préalable, évidemment, avant de poser un implant, il faut analyser sa coupe scanner. Donc, cette petite séquence que l'on vient de voir, on analyse une coupe scanner et dans l'expérience, on doit choisir un implant et on a 4 implants qui sont proposés. Et tu peux lancer la vidéo, Guillaume. Donc, on voit un plan accéléré pour les besoins du webinaire, on ne l'a pas fait en temps réel. On choisit l'implant, on le déplace sur la coupe coronale, sur la coupe sagittale, et puis à un moment donné, on valide. Et puis, si on a choisi le bon implant, vous avez un audit qui vous dit bravo, vous allez rentrer maintenant dans votre expérience de pose d'implant. Image suivante. Donc là, on rentre, ne démarre pas encore tout à fait la vidéo, on rentre dans le bloc opératoire, on va y découvrir à la fois son plateau opératoire, on va découvrir son patient, enfin tout ce qui fait que nous sommes prêts pour intervenir. On a un petit buzzer que vous voyez en jaune, c'est un buzzer qui permet d'activer ou de désactiver une aide. Si on fait l'intervention pour la première fois, on peut activer l'aide et à ce moment-là, on va avoir un axe
de pose d'implant. Et on va avoir également sur le forêt, vous allez le voir tout à l'heure, un petit surlignage du forêt qui va vous dire, voilà, vous êtes à la longueur de forêt 11,3, ne dépassez pas. Pour la petite histoire, on a fait faire l'expérience ce matin à un laboratoire, il était à 18. Donc, il était déjà dans le nerf dentaire. Et donc, il avait déjà des avocats à appeler. Donc cette expérience est une expérience semi-assistée. On aurait pu développer, si on avait eu beaucoup plus d'argent, une expérience totalement libre qui nécessite d'autres développements. Ça veut dire qu'on pouvait vraiment naviguer comme dans la réalité. Cette expérience, donc on peut la démarrer maintenant. Donc c'est la séquence de... On découvre le bloc opératoire, on va enfiler ses lunettes, ses aides optiques, on va les enfiler. Et puis, on va tout de suite voir que la bouche de son patient grandit et on a la zone à implanter. On va regarder son plan, son bloc, sa table opératoire. On va regarder son patient et ensuite, voilà, on va saisir son bistouri. On a une petite ligne d'incision. Donc là, on est dans l'expérience assistée, mais vous auriez pu faire un autre type d'incision si vous aviez voulu. Et là, on a la séquence devant soi qui s'affiche, qu'on va devoir suivre. C'est la séquence de forage, la différence focale, en l'occurrence, une séquence neutre, puisque là, cet implant n'existe pas. Voilà, donc on appuie effectivement sur le petit buzzer pour être assisté. Le forêt va se placer directement sur le contre-angle, et vous allez voir qu'il y a une petite ligne qui guide le forage, et sur le forêt, il y a une petite ligne verte qui vous dit « vous devez vous arrêter là ». Et c'est à ce moment-là qu'on a effectivement une profondeur de 11,5, je crois, cet implant. Voilà, donc ça c'est la première partie de la séquence. Image suivante, on va squeezer tout le protocole de forage qui dure à peu près 10 à 15 minutes quand on fait la séquence pour la première fois. Et là, on est une troisième petite séquence qu'on a sélectionné, qui est le moment où on a terminé son forage et l'assistante vous présente l'implant et on peut démarrer la vidéo. Donc l'assistante n'est pas là, mais c'est comme si, et l'implant vient automatiquement se mettre sur le porte-implant et on a un moteur qui tourne à 30 et on va poser son implant. On n'entend pas le bruit, mais il y a le bruit, il y a des petites vibrations que l'on ressent au niveau de la main. Et on finit par torquer son implant au torque idéal. Et l'expérience se termine évidemment par la mise en place de la vis de couverture. Donc, c'est les trois petites vidéos que j'ai sélectionnées. Alors, imaginez que là, ce sont des vidéos 2D, évidemment, mais là, vous êtes avec un casque, vous êtes dans un univers 3D, vous pouvez vous tourner, vous avez votre bloc qui est derrière, qui est à droite, qui est à gauche, votre patient, vous pouvez avancer, vous pouvez aller jusqu'à voir le fond de sa gorge. Bref, on est vraiment au plus près de la réalité. Deuxième expérience, image suivante. Là, c'est une expérience qu'on a tournée avec le docteur Julien Duroux au CHU Clermont-Ferrand. Donc, Julien est implantologiste, il avait toute son équipe. On était là, l'équipe de Dental, mais pas que moi, mais et il y avait également l'équipe de l'IRA, avec Johan Green-Paillet qui était là, et qui nous a permis, cette fois-ci, de filmer avec plusieurs types de caméras, dont des caméras 360, une expérience de pose d'implant qui, dans le temps réel, fait 40 minutes. Donc, on a la version 40 minutes. On voit, par exemple, le forêt se bloquer, mais on a sélectionné un petit clip qui nous a servi un petit peu de démo à l'ADF. On peut le démarrer, comme ça, on va voir voilà de quoi il s'agit. Donc, on est dans le bloc. Et puis, on enfile son casque, évidemment. Et là, la réalité augmentée, c'est qu'en fait, on est encore mieux que l'opérateur, parce qu'on voit exactement ce qu'il fait sur un écran qui se met à droite. Et puis, on a autant d'écrans que l'on veut, si on le souhaite. On peut avoir sa boîte d'implant, on peut avoir la radio qui s'affiche à la fin de l'intervention. Cette expérience, les deux versions, il y a une expérience temps court qu'on a sélectionnée parce que c'est aussi un outil marketing fantastique pour les sociétés industrielles où elles sont capables de présenter en un temps très court leurs protocoles et leurs instruments, mais c'est un outil pédagogique en temps réel pour un apprenant qui, par exemple, termine un TP et qui a envie d'être effectivement dans la réalité de ce qu'il vient de faire en travaux pratiques.
Voilà. Alors, vous avez bien compris l'intérêt de ces deux formations très complémentaires, ou ces deux aspects très complémentaires. Dans la réalité virtuelle, vous êtes l'acteur de la pose de l'implant. Dans les deux cas, bien évidemment, vous avez un casque de réalité virtuelle. En l'occurrence, là, on utilise un casque Oculus, mais il y aura des casques qui évoluent très rapidement. Il y a des nouvelles versions tout le temps. Et donc, dans la première version, vous êtes un acteur, vous posez votre implant, vous faites les choix cliniques, vous faites le choix de ce qui va se passer, vous choisissez votre matériel, vous êtes en présence d'un diagnostic à faire. Donc, tout ça, c'est une réflexion intellectuelle sans conséquences cliniques, puisque vous êtes dans de la réalité virtuelle, je répète, mais c'est très proche de la réalité clinique. Et là, dans la réalité immersive augmentée, vous êtes au plus proche de l'acteur, c'est-à-dire de l'implantologiste, du chirurgien qui va faire l'acte, et vous vous promenez comme si vous étiez un de ses 10 doigts. Ses yeux, son cerveau, sa tête, vous êtes immergé dans le bloc opératoire en train de faire l'intervention. Donc, dans les deux cas de figure, vous apprenez des tas de choses, vous remarquez des tas de choses, et vous êtes au mieux pour vous préparer à faire vous-même la pose de votre implant ou de la chirurgie choisie dans un deuxième pas. Merci. L'image suivante. Voilà, donc en fait, en conclusion, cette formation de base, qui est une formation de bonne pratique en implantologie, comme je l'ai dit, a été évidemment et considérablement enrichie par une anatomie numérique, une dissection d'anatomie numérique exceptionnelle, qui va se faire de façon ludique et qui va se faire avec un maître en la matière. Elle est enrichie par deux expériences de réalité, une augmentée, une réalité virtuelle, et ça en fait une formation en implantologie révolutionnaire et certifiante, ce qui n'est pas négligeable. Image suivante. Eh bien, messieurs, nous avons tenu les délais, puisqu'il est 19h54. Moi, je ferai une petite conclusion, en tout cas, si vous le permettez, et on va prendre quelques questions. Voilà, donc, je l'ai dit dans la diapo suivante. Merci Jean-François d'avoir permis d'introduire dans cette formation en implantologie qui était au demeurant assez complète, la possibilité de donner à nos amis chirurgiens dentistes, à nos confrères et consoeurs, la possibilité d'utiliser ton outil qui est exceptionnel. Et ça nous donne les bases théoriques et fondamentales indispensables à l'implantologie. Pas d'implantologie, pas de chirurgie sans avoir les notions anatomiques indispensables, bien évidemment. Eric est expert, donc il sait de quoi il parle. Aujourd'hui, une formation comme celle-là est une formation qui est agréée par les assurances. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, effectivement, d'avoir, grâce à ces grains pédagogiques, les 3 grains pédagogiques très innovants et le socle de connaissances de ces 14 heures d'implantologie, la possibilité, effectivement, d'avoir des compétences de très très bon niveau. Voilà ce que je voulais dire. Messieurs Oscar, Jean-François, avant de prendre des questions, est-ce que vous avez de votre côté une conclusion particulière? Pour ma part, bon, déjà, je suis heureux de partager ce monde que j'ai connu il y a un petit moment déjà pour tous mes confrères, quoi. Donc, je pense que il y a un avant et un après avec ce type de TP en tout cas, et de formation de courte durée, de très haute qualité pour nous tous. Et en plus, ça peut être, on peut refaire ça le nombre de fois qu'on veut une fois qu'on a appris la technique, donc on peut le refaire tout seul à la maison. Enfin, je trouve que le futur, il est là, quoi. C'est ça. Ça va être les TP du futur pour nous. Et clairement, on ne pourra jamais dire qu'on ne connaît pas l'anatomie, quoi. Avec ça, c'est vraiment, on aura vraiment envie d'aller plus loin, quoi, avec nos CBCT, quoi, avec ça. Avec ces bases indispensables, on élimine quand même énormément des risques opératoires. C'est ça. Plein de choses dans une intervention, mais la bonne maîtrise et la bonne connaissance de l'anatomie élimine quand même un certain nombre non négligeable de problèmes qui pourraient intervenir lors de l'intervention. C'est ça. C'est sûr, c'est une formation quand même assez exceptionnelle. C'est vrai que Oscar a raison. La maîtrise de l'anatomie, je pense que c'est très important pour la qualité des soins et la sécurité. Moi, je voulais remercier The Dental pour leur
leur remarquable technologie et leur l'accès à à toutes ces techniques qui sont quand même un peu avant-gardistes, mais enfin bien connues maintenant. Et je voulais également beaucoup remercier Oscar parce que c'est lui qui a fait l'interface entre The Dental et l'anatomie, et c'est grâce à lui qu'on a pu faire Absolument, Jean-François. Merci Oscar. Totalement. Ça a commencé à Nucléaire il y a 2 ans. C'est vrai. Alors, les choses mettent du temps, mais elles arrivent. Image suivante. Donc, on va prendre vos questions. On en a quelques-unes. Alors, je vais lire la première, si vous permettez. Quels sont les biais / les risques de trop utiliser la chirurgie numérique avant une première intervention de pose d'implant, par exemple? Alors, est-ce qu'il y a des risques à trop utiliser, en bref, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y aurait des risques à trop utiliser la chirurgie numérique avant une première intervention de pose d'implant? Alors, moi, je crois, et si vous permettez, je réponds à la question. Plus on sait, moins il y a de risques, et plus on répète, et moins il y a de risques. Donc, il n'y a absolument aucun risque. Je dirais que si gap, s'il existe encore un gap, on va dire, entre la réalité d'une chirurgie sur un patient et la réalité virtuelle, si tant est qu'on ne puisse pas être aussi près que le réel, en tout cas, on est au plus près du réel, et bien dans ces cas-là, il faut avoir un coach bienveillant qui accompagne tout praticien qui va poser son premier implant. Il ne faut pas qu'il soit seul, évidemment, même s'il a fait 20 fois le protocole, il sera certainement beaucoup plus près que n'importe qui d'autre parce qu'il aura été en simulateur de pose d'implant, il aura des connaissances fondamentales, il aura tout fait pour être au point. Ça ne l'empêchera pas d'avoir peut-être une nature sensible et émotive. Et dans ces cas-là, eh bien, il faut prendre un peu d'avlocardil, un petit quart. Il faut prendre un petit quart d'avlocardil et avoir un coach bienveillant qui est capable de prendre la main si jamais ça ne va pas. Voilà ma réponse. Si je peux me permettre, juste, quel que soit l'acte, quelle que soit la spécialité, et je le dis avec d'autant plus détachement que je viens d'une autre spécialité en tant qu'orthodontiste, il faut comprendre que tous les actes nécessitent une courbe d'apprentissage. Ça, c'est valable pour tous les individus. Et la courbe d'apprentissage n'est pas la même en fonction des individus. Mais par contre, il y a une réalité qui n'est pas virtuelle, celle-là, qui est bien réelle. C'est que plus on s'entraîne, meilleure est la courbe d'apprentissage et plus elle est réduite. Voilà, c'est, je pense, le plus important. Et lorsqu'on est face à des techniques de réalité immersive, de réalité augmentée, on est tellement proche de la réalité. C'est ce qui existe de plus proche aujourd'hui par rapport à la réalité. Donc, si on devait juste évoquer ce terme, je dirais c'est le meilleur entraînement que l'on puisse imaginer, outre l'acte lui-même, avant de réaliser l'acte. Voilà. Image suivante, parce que ça va donner une indication à la question. On nous pose des questions, notamment de consoeurs, confrères qui sont intéressés par cette formation. Cette formation dont vous avez les contacts sur The Dental, la formation, je ne sais pas si on a déterminé la date, mais en tout cas, c'est dans ce qu'on appelle la fin de septembre à octobre, on aura le démarrage sans aucun doute d'une promotion. Alors, c'était la question d'après, Jean-Paul. C'était, voilà. Je suis très intéressé par cette formation. Elle commence quand, pour une interrogation? Demain. Je voulais vous la garder pour la fin, cette question, pour vous tous, parce qu'on était quand même là pour ça. Moi, l'implantologie, je suis un total néophyte. Je connaissais un peu l'anatomie, un total néophyte. J'ai appris énormément de choses avec ce casque Oculus. C'était absolument fabuleux. Bon, je ne me suis pas décidé à poser les implants, rassure-toi, Jean-Paul. Mais je veux dire, j'étais très proche de l'acte et c'est absolument passionnant. Et tous les actes cliniques qu'on va pouvoir décliner autour de ces formations immersives sont absolument incroyables. Alors, une dernière question qui est quel est le nom de l'atlas immersif sur Mac? Je pense que c'est le fameux atlas que tu as présenté, Jean-François. Jean-François, oui. Oui, non, on envisageait d'avoir des groupes de 16, de former pas plus que 16 personnes en même temps, en faisant des sous-groupes et en mélangeant les différents outils, c'est-à-dire le casque Oculus, la table de dissection virtuelle pour les entraînements en anatomie. Et donc, demande le nom en fait, je pense qu'il parle de ton logiciel, en fait, Jean-François. Là. Oui. Oui. C'est en fait un atlas qui a été créé par l'université Paris Descartes. Ouais, donc, oui, absolument, oui. Oui, l'Oculus va être en vente.
l'Atlas, enfin le modèle 3D hommes et femmes pour naviguer, etc. Il va être en vente bientôt. Il est finalisé, le logiciel. Ça va être souvent dans le logiciel parce que la grande table tactile, etc. Ça vaut quand même relativement cher. C'est un gros monument. Mais les logiciels, eux, sont accessibles. Mais je voulais répondre aussi à la question que vous avez posée tout à l'heure. Je vous rassure, moi, je suis convaincu que dans quelques années, dans un temps qui est sûrement plus court qu'on imagine, on aura des simulations, des modèles 3D tellement réels, avec retour de force, etc., qu'on pourra vraiment s'approcher de la réalité. Ce sera toujours pas encore la réalité, mais on pourra avoir des sensations, des choses qui sont encore plus fines et qui permettront encore mieux de s'entraîner avant de faire la première opération. Absolument, absolument. On a exploré ce qu'on appelle le retour haptique, en fait. Donc, c'est le retour des sensations tactiles. Voilà. On a exploré également la possibilité de faire des aléas dans d'autres interventions. Voilà. Notre ambition à l'Odental, si on y arrive, c'est de décliner des interventions, de décliner de la réalité virtuelle dans toutes les thématiques, évidemment. Et tu vois, par exemple, l'anatomie numérique pourrait s'adapter à une intervention, à une spécialité comme la parodontologie. Elle pourrait se décliner, être associée à beaucoup de nos thématiques, à condition que dans ces thématiques-là, on y ajoute, comme on l'a fait en implantologie, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Voilà, c'est ce qu'on souhaite développer dans le courant de l'année prochaine pour avoir, dans les spécialités essentielles de la dentisterie, des expériences de réalité virtuelle et augmentée. Pour partager notre expérience globale de The Dental avec vous, sachez qu'on a commencé par la réalité virtuelle, étant totalement persuadé que c'était ce qu'il y avait de mieux. C'était effectivement extraordinaire. Et quand on a touché à la réalité augmentée, on s'est rendu compte à quel point c'était complémentaire. C'est-à-dire faire l'acte par soi-même et vivre pratiquement au contact de l'acte, c'est deux choses totalement complémentaires qui sont absolument merveilleuses. Et aujourd'hui, c'est indissociable. Je pense que vraiment, on a atteint ce qui nous semble encore aujourd'hui, mais bon, on est des jeunes chez The Dental, hein, il faut le répéter. On a toujours aimé les expériences très avant-gardistes, donc on a gardé notre esprit très jeune, même si ça ne se voit pas forcément sur les vidéos, mais on est toujours assez bluffé par les nouveautés, on adore ça. Voilà. J'aime beaucoup l'optimisme de mon ami Eric. Et alors, donc, une dernière question, et le soft sur Oculus, en fait, le soft sur Oculus, bah, en fait, on télécharge l'expérience. En fait, oui, c'est le même. C'est le même sur Oculus. Bon, ça a été développé. Enfin, on parle de quoi il n'y a pas besoin de soft dédié. Messieurs, il est 20h004. Hein, voilà, donc on a été voilà, dans les temps. Je vous remercie infiniment. Merci à tous. Merci Jean-François. Merci à tous. Merci à tous. Merci. On va diffuser cette vidéo et les gens vont découvrir un monde extraordinaire. Voilà. Je suis très content, Jean-François, qu'après ta très riche expérience en anatomie, que tu vois la finalité de nous pauvres praticiens derrière. Ah non, mais moi je suis chirurgien, c'est exactement la même démarche. Pour ceux qui voudraient revoir le webinaire, il sera en replay très très vite. Voilà. Rendez-vous, je pense, le 17 juillet, justement pour aussi parler du DU d'impression additive, sur lequel on est en train de travailler, qui va être un complément de ce qu'on vient de faire et qui va effectivement parler de la modélisation et qui va être passionnant, encore une fois. Est-ce qu'on peut donner une idée? Je sais que tu en as déjà parlé, mais de quand commence la formation? Alors, il y a tout ce qu'il faut. On nous contacte. Voilà, contactez-nous sur tous les éléments qu'on vous a donnés, mais ça va commencer très rapidement. Dès qu'on a le premier groupe, peut-être. Le problème, c'est qu'elle a commencé en même, le problème, c'est qu'elle était virtuelle. On va faire une réalité augmentée. Je dis, c'est indissociable, les deux. Merci. Bon, alors, donc, je sais que vous êtes éparpillés, Oscar à Madrid et Jean-François dans le sud. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, à bientôt. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Muchas gracias. À très vite. Allez, au revoir.